Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoutons le futur produit par Capgemini, le podcast qui décrypte l'innovation technologique en direct du studio 147. Parce que le futur est de plus en plus présent, nous allons parler dans ce numéro des mobilités, plus spécifiquement du train. La mobilité sur les rails, donc enjeu écologique majeur et qui est régulièrement au cœur de l'actualité. D'un côté, des retards à répétition, des prix à la hausse, des usagers pas très contents et de l'autre, une empreinte carbone moindre, une expérience de voyage profonde et des usagers en quête de slow travel. Mais comment ce train si populaire pourrait être amélioré pour offrir de nouvelles opportunités de voyage et d'expérience à l'usager? Comment l'innovation peut-elle permettre d'imaginer la mobilité de demain? Pour parler de ce sujet passionnant, je serai accompagné de Bruno Gazo. Vous êtes président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonjour. Et à vos côtés, Adrien Aumont, cofondateur de Midnight Trains, une start-up qui veut développer l'offre de trains couchettes en Europe. Bonjour. Nous rejoindrons également Lucille Ramakers et Julia Piton tout à l'heure pour nous parler de ce train qu'on aime tant. Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard. La SNCF a mis en service sur la ligne Paris-Biarritz un nouveau train d'automobile accompagné qui prend en charge les véhicules en même temps que les voyageurs. Une solution originale, sans aucun doute, qui permet, tout en gardant, pour ainsi dire, sa voiture sous la main, d'oublier les soucis de la route. Entre les années 60 et cette révolution annoncée, et puis 2024, aujourd'hui, on en est à peu près à la même promesse. On n'a pas beaucoup avancé, Adrien Aumont. Écoutez, si, on a quand même pas mal avancé. En tout cas, le ferroviaire a pas mal avancé en Europe, pas mal avancé en France. Pas forcément pour se rendre à Biarritz. Mais ça a pas mal avancé, mais ce qui est amusant, c'est que ce qui est en train de revenir, c'est le train de cette publicité-là, c'est un train de nuit. Et c'est le grand retour des trains de nuit, qu'on a arrêté il y a quelques années, qui était à la mode dans les années 60, pour se rendre à Biarritz, pour se rendre dans le sud-est de la France aussi, ou au ski, on a tous pris dans notre enfance. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le train de nuit a de magique, permet de faire des longues distances en prenant sur son temps de sommeil. Et cette magie est en train d'être ressuscitée parce qu'on se rend bien compte que c'est le moyen de transport le plus bas carbone qu'on puisse utiliser pour faire des longues distances aujourd'hui. Et on se rend bien compte qu'il n'y aura pas d'avion propre avant la fin du siècle. Donc le train de nuit a encore un siècle devant lui, alors qu'on le pensait mort. Et je pense que excusez-moi d'être focus sur le train de nuit, mais c'est en effet mon métier. Mais en plus de ça, je pense que c'est une des grandes innovations du ferroviaire dans les prochaines années, c'est ce retour-là. Je n'en vois pas beaucoup d'autres. Bruno Gazo, on revient finalement un peu à l'essentiel du train, prendre son temps et donc dormir dedans, le temps de se déplacer. Ça vous paraît dans la suite logique des choses ou pas forcément? Disons que la fréquentation dans les trains, elle a recommencé à augmenter avant le Covid, 3 ou 4 années avant le Covid, à hauteur de 3 à 4% par an. Ça s'est arrêté pendant le Covid et depuis le Covid, ça a explosé. Aujourd'hui, on a une demande de train qui est supérieure de 20% à l'offre. Et que ce soit les trains de nuit, bon, on en parlera, que ce soit les TER, on a en Occitanie, par exemple, plus 40% maintenant par rapport à 2019, c'est colossal. On a les intercités, de nuit bien sûr, et de jour. On a des taux de croissance sur les lignes littorales de plus de 100% depuis 2019. Donc vous voyez tout, et pareil pour le TGV, on n'a que des témoignages de gens qui n'arrivent pas à prendre leur place. Et après, ils disent aussi que c'est cher. Oui, j'allais dire, ils n'arrivent pas à les prendre parce qu'il n'y a plus de place ou parce que c'est trop cher? Non, ils n'arrivent pas à les prendre parce qu'il n'y a plus de place. Mais il y a une demande, y compris pour les trains chers, ce qui pose des tas de questions. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a une demande extrêmement forte auquel personne ne peut répondre. La SNCF n'a pas assez de moyens, pas assez de matériel. L'ouverture à la concurrence s'est faite petitement, mais aussi avec des gens qui n'ont pas non plus pas davantage de matériel. Et donc l'offre de Trenitalia ou de Renfe reste assez marginale pour l'instant. Et ça pas bousculer le marché du ferroviaire sur la grande vitesse encore. Bruno Gazo, j'aimerais que vous commentiez ces chiffres. D'après une enquête Harris Interactive de 2023 sur les Français, l'usage du train, les Français expriment un regard ambivalent sur ce moyen de transport. Ils le trouvent rapide, 85%, écologique, 83%, pratique, 81%, mais moins souvent économique, 60%, ou ponctuel, 49%.
Oui, c'est assez juste. Bon, c'est difficile de parler du train en général parce que les trains du quotidien, c'est là où on mesure que la ponctualité est essentielle. Si vous arrivez une fois par semaine en retard à votre travail, c'est quand même un problème. Alors, arriver une fois en retard à votre travail, ça veut dire que le reste du temps, vous avez une ponctualité de 90%. Alors, tout le monde croit que c'est beaucoup. Non, c'est très mauvais. Il faut avoir une ponctualité de 98%. Donc on se trompe souvent sur les indicateurs. Après, dans la grande vitesse ou dans les intercités, on ne peut pas dire que la ponctualité est géniale, mais enfin, elle s'est pas mal améliorée ces dernières années, en particulier pour le TGV. Sur les intercités, c'est beaucoup moins bien encore, mais enfin, ils ont des marges de progrès. Il faut dire aussi que les voies sont pas très bonnes et que les voitures sont anciennes. Mais enfin, tout ça devrait s'améliorer un petit peu. Mais le souci des gens, c'est pas compliqué quand même, c'est facile à retenir. Ce qu'ils veulent, c'est de la fiabilité, de la ponctualité. Ils veulent savoir quand ils partent et être sûr d'arriver à peu près à l'heure. Et ils veulent voyager dans de bonnes conditions, sans attente, sans interruption, sans incident. Voilà. Donc, on a toujours en mémoire le train d'avant, dont tout le monde croit qu'il était essentiellement très ponctuel, enfin très fiable, ce qui n'est pas du tout vrai, mais enfin c'est comme ça. C'est l'image qu'on se fait du train, c'est qu'il était un temps, une bonne époque où il était parfait, quoi. Adrien Aumont. Écoutez, moi je voudrais juste rappeler que le train en France est cher, en tout cas nous semble cher, mais c'est un des trains les moins chers en Europe. Que ce soit sur les trajets de quotidien ou que ce soit sur la grande vitesse, on est un pays avec des prix compétitifs comparé aux autres pays. Le sujet du prix du train est important, mais enfin, c'est le sujet du billet d'avion qui est ridiculement bas. Donc on offre face au train un comparatif qui est déloyal. Le train est 2 à 3 fois plus cher que l'avion. Enfin, si vous avez regardé dans la rue, vous avez des 4x3, le prix d'un billet d'avion sur un 4x3 est au prix d'un McDo. La réalité, c'est que un EasyJet transfrontalier en Europe, c'est 95 € pour un voyage. Donc il y a la perception des prix, il y a la réalité des prix. En tout cas, il faut agir sur ce sujet-là. Et pour agir sur ce sujet-là, c'est pas la question de la SNCF, c'est la question des pouvoirs publics. Et donc il y a 2 actions. Il y a une action d'abord sur le prix des billets d'avion. Il faut que les États et les gouvernements européens arrivent à taxer plus que ce qui est fait aujourd'hui, ce moyen de transport polluant. Et le deuxième point, c'est que les États se mêlent un petit peu plus du ferroviaire et investissent pour qu'on ait un réseau de qualité. Si l'État se bouge face à ces grands défis environnementaux, eh bien, on aura des prix qui seront plus équitables, plus justes. Voilà. Et puis on pourra se focus sur les aléas. Mais je pense que dans les aléas ferroviaires, encore une fois, ils sont à comparer avec les aléas aériens. C'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à l'heure quand on prend l'avion, et on a beau ne pas avoir d'infrastructure terrestre, il y a pas mal d'emmerdes aussi dans l'aérien. Avant de parler innovation, Bruno Gazot, un point sur ce prix. C'est vrai que ça peut être vécu comme un peu de l'écologie punitive quand on veut prendre le train et que c'est beaucoup plus cher que l'avion. Si en plus ça prend un peu plus de temps selon les trajets, on coche aucune case. Comment c'est possible qu'il y ait une telle différence entre ces deux moyens de locomotion ? Alors, le train au quotidien est pas très cher. Les TER et les intercités, ils sont subventionnés à 80%. Les gens s'en plaignent pas. On ne prend pas l'avion pour faire 30 km. Non. Mais la voiture est chère aujourd'hui. En réalité, il y a très peu de concurrence entre le train et l'avion. C'est moins de 3%, quelque chose comme ça. Donc la mobilité, son prix augmente, quoi qu'il arrive. Que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, qui a augmenté beaucoup plus que le train ces derniers temps. Mais voilà, l'État n'a pas réussi à imposer une équité entre les modes. Donc les charges et les taxes ne sont pas les mêmes sur tous les modes. Et ça, c'est choquant. J'ajoute que l'État a rarement investi sur l'infrastructure. Enfin, pendant très longtemps, il n'a pas investi, il a laissé dépérir. Aujourd'hui, on revient à des niveaux plus importants, plus conséquents, qui génèrent beaucoup de travaux et qui posent d'ailleurs des problèmes au train de nuit. Mais ces travaux-là, il a fallu attendre. Et maintenant, on arrive à un niveau de financement correct. Mais pour situer les choses, l'État dépense en France 45 € par habitant pour son ferroviaire, les Allemands en dépensent 128 et les Italiens 180, quelque chose comme ça. Donc on est loin du compte, ça très loin du compte. Bruno Gazot, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Quelles ont été les grandes évolutions technologiques de ces 20 dernières années pour le train ? Juste une précision quand même, parce qu'on va passer vite sur le prix. Juste pour dire que le sentiment de hausse du prix, c'est pas la hausse du coût de l'énergie, 3 ou 5% par an du train qui paraît cher. C'est le fait que, comme il n'y a pas assez de trains,
la demande fait monter les tarifs. Et la SNCF pratique un yield qui consiste à augmenter les prix au fur et à mesure que le train se remplit et qu'on se rapproche du départ. Et aujourd'hui, les trains sont pleins dès le premier jour d'ouverture des réservations. Donc ça, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire vous passez de 40 € pour votre voyage ordinaire à 80 € uniquement parce que c'est le samedi du départ en vacances. On va reparler prix et mise en concurrence dans un instant. Le train, il a évolué avec son époque ces dernières années, décennies, d'un point de vue technologique. Il a évolué beaucoup, puisque le TGV a quand même bouleversé, la grande vitesse a bouleversé les conditions d'usage et d'exploitation des trains. En même temps, l'innovation dans le ferroviaire est quand même assez lente. Aujourd'hui, on n'a pas seulement le réveil des trains nuit, on a le réveil des intercités, je le citais. Les Français ne prennent plus que des radiales, ils prennent aussi des transversales. Et les transversales ont un taux de croissance très fort. Il faut donc réhabiliter, régénérer ces voies et donc renouveler le matériel. Donc c'est vrai que c'est venu tardivement, mais si on prend par exemple un problème qui a existé il n'y a pas trop longtemps sur Paris-Clermont-Ferrand, où les gens ont passé 11 heures, c'est un train de nuit quasiment, 11 heures à l'arrêt de nuit. Bon, il y a un premier problème, c'est la voie. Bon, mais l'État, quand même, à 5-6 ans, a décidé de mettre 800 millions pour régénérer la voie. Bon, il faut encore 2-3 ans de travaux. Mais enfin, c'est bien lancé. Et puis, il renouvelle le matériel qui va arriver dans 2 ans. Donc, après ça, on peut espérer que ça marchera bien. Mais vous voyez, les choses sont très lentes. Adrien Aumont, donc, pour Midnight Trains, une start-up qui veut remettre du train la nuit partout où c'est possible, à l'échelle notamment européenne, en tout cas internationale. Est-ce que ce retour du train de nuit, c'est aussi une manière de remettre un coup de boost sur la place du rail dans le quotidien et dans le voyage à l'échelle d'un continent comme l'Europe? Écoutez, oui, à partir du moment où vous avez 24 heures dans une journée, qu'on n'utilise le train que 12 heures sur ces 24 heures, il nous reste 12 heures à conquérir. Donc c'est le rôle de Midnight de s'occuper de cette nuit et de placer le plus de trains possible sur nos rails la nuit, et de faire que les gens puissent avoir une alternative de poids face à l'aérien, parce que finalement aujourd'hui voyager en Europe, si vous prenez de Paris, l'Europe c'est Bruxelles, Londres, Amsterdam, pour les plus téméraires, c'est-à-dire ceux qui veulent bien voyager 7 heures, ça va être Milan et ça va être Barcelone, mais ça s'arrête là. Donc on a besoin d'une offre qui nous permette de descendre des avions, parce que c'est la demande, les gens veulent descendre des avions, on a pris une conscience que c'était dommageable de voyager en avion, mais il faut leur offrir une alternative en face. Et notre position, elle est simple. On considère que l'alternative telle qu'elle existe aujourd'hui et la proposition de train de nuit telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est finalement la même que celle d'il y a 20 ans quand on les a arrêtés, est une proposition merdique. Et donc, en gros, on considère qu'il faut réinventer le train de nuit, en refaire un moyen de transport désirable, et à ce moment-là, on aura des trains qui circuleront nombreux la nuit avec beaucoup de voyageurs à bord. Bon, parfois les termes ont le mérite d'être clairs, c'est le cas. Bonjour Lucille Ramakers. Bonjour. Vous êtes manager mobilité durable chez Capgemini Invent. On va mettre un coup de projecteur avec vous sur une question essentielle: comment nous faire préférer le train? Lucille, voyager sur les rails quand on veut voyager durable, c'est la bonne option? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, pour voyager décarboné, le train, ça reste la solution imbattable pour se déplacer avec les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par voyageur. Et c'est très bien, mais quand on choisit de se déplacer, c'est pas toujours le premier critère pour tout le monde. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut préférer le train? C'est effectivement un défi qui est crucial et qui implique beaucoup l'infrastructure ferroviaire. D'abord, quand on parle de train, de quel train parle-t-on? De quel train s'agit-il? Commençons par les trajets du quotidien et de proximité. Pour beaucoup, le TER ou les RER, les Transiliens, c'est le moyen de transport privilégié pour se rendre au travail. Et l'enjeu ici, c'est de rendre ces trajets encore plus attractifs et pratiques. Et ça va passer par des investissements dans l'infrastructure ferroviaire, comme je le disais, à travers les RER métropolitains ou les SERM de leur petit nom, qui devraient permettre d'améliorer les fréquences et les horaires de passage. Il faudra aussi moderniser les gares et développer les connexions multimodales. Donc imaginez des trains régionaux modernes avec le Wi-Fi, des sièges confortables pour une expérience fluide dès le premier pas à bord. Vous nous donnez envie. Le train de proximité, ça ne concerne pas seulement les trajets domicile-travail? Oui, et il s'agit effectivement de faciliter aussi la mobilité au sein des zones urbaines en offrant des solutions de transport durables et efficaces pour toutes et tous.
Et pour ça, il faut repenser l'aménagement urbain en mettant aussi l'accent sur l'accessibilité des gares, le développement de pistes cyclables et de zones piétonnes pour optimiser l'ensemble des réseaux de transport en commun et ferroviaire. Et en créant des environnements qui sont favorables au train et aux mobilités actives, vous encouragez de nouveau davantage de gens à choisir ce mode de déplacement. Et qu'est-ce qu'il en est des voyages plus longue distance qu'on évoquait là ? Là aussi, le train a un rôle essentiel à jouer, que ce soit par le développement des lignes à grande vitesse ou des trains de nuit qui font leur grand retour. Le train peut aussi offrir aux voyageurs une alternative crédible à l'avion ou à la voiture. Mais pour inciter davantage de personnes à préférer le train, il faut pouvoir garantir des trajets rapides, confortables et fiables. Ça nécessite, dans ce cas-là, des investissements continus dans l'infrastructure ferroviaire. Et comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas encore tout à fait au niveau, même si ça s'améliore, pour moderniser les voies, acheter de nouvelles rames, et que ce soit de TGV ou d'intercité ou de train de nuit, et en améliorant aussi les services à bord. Et donc tout ça, ça nécessite des arbitrages financiers qui sont indispensables pour être à la hauteur de l'ambition qu'on se donne pour le ferroviaire. Et donc, en fin de compte, pour nous faire préférer le train, il faut améliorer l'expérience à bord des trains à court terme et repenser l'ensemble du système de transport à plus long terme, en investissant dans des infrastructures modernes et durables qui rendent le train plus accessible, plus pratique et plus attractif pour toutes et tous. Donc faisons du train le pilier de nos déplacements, que ce soit pour le quotidien ou pour nos escapades plus lointaines. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Lucille Ramakers. Vous êtes manager mobilité durable chez Capgemini Invent. Alors on trouve désormais de nombreuses startups qui travaillent sur des innovations majeures, des panneaux solaires entre les rails du train, même un train volant à hydrogène, des innovations qui se tournent aussi et qui se rapprochent dans certains cas d'un modèle de train, je pense à Hyperloop. En quoi ces technologies peuvent-elles révolutionner finalement le modèle actuel ? C'est cette question que j'aimerais vous poser déjà. Bruno Gazeau, vous êtes président donc de la FNOT. Quelle innovation technologique majeure, là, selon vous, pourrait faire la différence, si vous pouviez en choisir une demain ? Écoutez, le ferroviaire, c'est la voie, c'est des caténaires et c'est des voitures. Donc sur les voies, les choses évoluent petit à petit, mais après il faut toujours mettre des rails et puis des choses qui tiennent les rails. Sur les caténaires, ça change beaucoup. On est en train de passer à une technologie qui s'appelle le RTMS, qui permettra de faire circuler davantage de trains, par exemple sur Paris-Lyon, au lieu de les faire circuler toutes les 4 minutes, on les fera circuler toutes les 3 minutes. Donc on gagne en capacité de façon considérable. Et puis après, c'est les voitures et la TGV, la SNCF va bientôt présenter son TGV M, qui sera plein de nouvelles technologies, moins lourd, moins cher, plus confortable, etc. Mais pour le reste, il y a le changement est difficile parce que, si vous voulez, toutes les nouvelles technologies partent du principe qu'on va faire une ligne qui va aller très vite, par exemple. Sauf le problème, c'est que le ferroviaire, c'est un système. On a eu le débat avec le TGV. On a fait un TGV qui roule sur des lignes LGV, mais qui après va sur le réseau ordinaire pour desservir un maximum de gares, pour profiter à tout le monde. Si vous faites une voie, on peut le faire du centre-ville à l'aéroport. Mais voilà, là, il n'y a pas de correspondance. Mais pour le reste, il faut s'insérer dans un réseau de correspondance et dans un schéma de normes de sécurité qui font que l'innovation ne peut pas sortir de ce cadre assez rigide qui est celui de concevoir un système. Donc il y a une contrainte, on peut dire, industrielle, celle que vous décriviez. À un moment donné, il y a des rails. Il faut faire avec. Oui, il faut faire avec. Alors, espacer des rails, on peut l'imaginer. Il y a des systèmes qui l'imaginent. On a vu monsieur Tesla, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Elon Musk, peut-être. Elon Musk investir là-dedans, puis finalement il arrête. Mais voilà, c'est le raccordement d'un système comme le sien au reste du réseau. Ça ne sert à rien de gagner une demi-heure sur une voie ferrée si derrière on a une correspondance où on attend une demi-heure et où on a derrière un RER qui ne marche pas, Adrien Aumont, vous êtes cofondateur de Midnight Trains, donc avec cette idée de faire rouler les trains la nuit avec des voyageurs, qu'on y dorme dedans. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, il faut qu'on le rende désirable, que cette expérience soit désirable. Quelles innovations il faudrait mettre en place demain pour que ce soit le cas ? Alors, écoutez, nos innovations l'innovation est un grand mot, ce sont des partis pris assez simples. La première chose, c'est de remettre l'intimité au centre dans un train de nuit.
Chez Midnight, vous n'aurez que des chambres privatives. Fini de dormir avec des inconnus. Ça, c'est le premier point. À partir du moment où on a cette intimité, on a envie d'avoir du confort. Le confort, c'est pas des choses luxueuses, c'est d'avoir une literie de qualité et une bonne insonorisation. Voilà, donc en fait, c'est un environnement petit, contraint, mais ça doit être confortable et on ne doit pas déranger les autres et ne pas être dérangé par les autres. Ça, c'est le premier point qui est clé. Si on veut Tout simplement. Non, mais c'est compliqué à faire. Sauf qu'en fait, la promesse, elle est simple. Elle est juste avoir le respect de soigner le sommeil des gens qui voyagent à bord de nos trains. Et finalement, c'est ça notre métier. C'est de faire que ces gens puissent se reposer pendant 8 heures de sommeil. Après, ces 8 heures de sommeil qui auront été soignées par nos soins, vous avez 4 heures de vie à bord. Et c'est un des seuls trains où vous allez avoir 2 repas. Un dîner et un petit déjeuner. Donc, on a décidé de remettre une voiture commune qui sert de restaurant, qui sert de bar, et d'essayer de faire une bonne bouffe et de proposer des bonnes choses à boire pour qu'on ait un bon dîner, qu'on ait un bon petit déjeuner, que ce soit aussi un endroit très sympathique pour pouvoir marcher et se dégourdir. Donc, on soigne le sommeil avec de l'intimité, du confort, on remet des communs avec un restaurant, un bar, et puis on rajoute à ça finalement une expérience augmentée grâce au digital. Le digital, pareil, proposition assez simple. La première chose, c'est qu'on doit pouvoir prendre un billet de train de nuit simplement, facilement. Je vous invite à essayer de prendre un billet de train de nuit chez SNCF Connect ou même chez nos amis autrichiens d'OBB. C'est l'ex-URSS du web. C'est infernal pour acheter un billet de train. Et la barrière à l'entrée, elle est évidente. Vous allez tout de suite repartir chez EasyJet ou chez Air France si vous avez de mauvaises habitudes. Donc, faire que le ticketing soit facile. On a 12 heures de vie à bord. Bon, on a envie d'avoir aussi les usages qu'on a à la maison, qu'on a en ville. On a envie de pouvoir réserver au restaurant facilement, avoir un room service, avoir la carte du restaurant dans son téléphone, payer en un clic. On a envie des choses, les mêmes choses que ce qu'on a en dehors d'un train à notre époque. Et puis, le dernier point, c'est que, on l'a dit, il y a des aléas dans le ferroviaire, il y a des aléas dans le transport de manière générale. Et ces aléas, ils existeront toujours. On pourra les diminuer, on pourra faire ce qu'on veut, mais ils existeront toujours. Mais en revanche, il faut que ces aléas soient bien gérés par l'exploitant et que ce ne soit pas une peine trop importante pour le voyageur. Donc, un truc tout bête, si on a du retard, on est remboursé avant de descendre du train. On n'est pas obligé d'envoyer un fax. C'est encore le cas avec la SNCF. Donc, de l'intimité, du confort, de l'hospitalité, de l'art de vivre, une expérience augmentée grâce au digital. Et avec ça, on a un produit qui est celui du 21e siècle et qui donc, si la marque est belle, un produit désirable avec un bel imaginaire. Et là, on n'aura pas beaucoup de raisons que de rester dans un avion. Bruno Gazeau, donc président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle de data ces temps-ci. À juste titre, ce sont des réalités. Est-ce que c'est aussi une réalité pour le train et j'allais dire, à quoi cela sert la cause du train et du rail ? Moi, je vais partager le point de vue de mon voisin. Pour rendre le train désirable, il faut que ce soit facile de prendre le train. Or, aujourd'hui, on est face à une fragmentation du système ferroviaire parce que depuis 2017, le gouvernement a donné la liberté tarifaire aux régions, ce qui fait que dans chaque région, vous avez un système tarifaire différent du voisin. Évidemment, ils ne se parlent pas entre eux. Et ensuite, différent sur les grandes lignes de celui de la SNCF. Et donc, vous voyez bien que si vous avez des cartes avantages, elles sont valables sur la SNCF, mais pas valables en région. Bon, il y a 42 cartes avantages en France qui ne se parlent pas. C'est quand même quelque chose. Et aujourd'hui, si vous prenez un billet pour traverser la France, vous avez un billet TGV, un billet TER. Si vous voulez changer, il faut changer 2 billets. Si vous voulez vous faire rembourser, deux billets à 2 guichets différents. Et si vous faites RER, TGV, RER, c'est 3. Voilà. Donc ça devient une complexité effroyable. Donc le grand progrès pour nous, c'est d'unifier tout ça. Qu'on puisse avoir sur un même site toute l'offre ferroviaire. Qu'on puisse choisir, comparer et choisir. Première chose. Ensuite, qu'on puisse prendre son billet sur le même site, qu'on puisse l'échanger sur le même site, ce qui veut dire qu'il faut que toutes les régions et tous les opérateurs, SNCF, NF, peut-être Midnight Train et autres, participent à une chambre de compensation pour que ce soit transparent pour l'usager. Là, l'État pourrait intervenir peut-être, non ? Mais il faut qu'il intervienne parce que... L'Europe. D'abord l'État, parce que c'est lui qui est un peu responsable de maintenir une certaine unité ferroviaire. Alors, je pense qu'il est d'accord pour le faire. D'ailleurs, M. Beaune avait voulu faire un titre unique. Vous avez suivi ça. Mais ce qui est important, c'est pas le titre unique, c'est l'environnement du titre. C'est là où c'est compliqué. Le titre unique, on y arrivera. C'est une question de digital et de couche logicielle. Mais l'environnement du titre, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui pose des problèmes aux gens, surtout quand derrière, vous avez des interfaces avec d'autres modes, quand vous avez des
des perturbations et qu'il faut réagir vite. Donc c'est tout ça qui fera qu'on aura un vrai train du 21e siècle et que les gens prendront le train. Lucille Ramakers, manager mobilité durable chez Capgemini Invent. Oui, effectivement, pour résumer, le sujet, c'est l'interopérabilité, que ce soit du côté de la billettique, mais aussi de l'infrastructure. C'est mon dada, je reviens dessus. Mais effectivement, quand vous avez des trains, que des fois même qui passent d'une région à une autre, vous avez des réservations pour les trains transrégionaux où ça devient assez compliqué aujourd'hui. Et quand vous changez de pays, du coup, vous êtes soumis à des systèmes différents. Beaucoup de trains internationaux sont bloqués dans un pays, ratent leur sillon pour arriver en France et donc finalement vous accumulez le retard à la fin et il n'y a pas de gestion à l'échelle européenne à ce niveau-là. Et donc ça c'est le genre de choses, de genre de friction aujourd'hui qui existent et qui qui peuvent être améliorées notamment par le digital puisque grâce au digital, vous pouvez connaître l'emplacement exact des trains. Le système de signalisation, via le RTMS là, dont parlait Monsieur Gazeau tout à l'heure, l'intérêt, c'est aussi que vous êtes moins dépendant d'une infrastructure physique et que du coup, vous pouvez gagner de la souplesse et de la performance. Mais Lucille, justement, c'était un peu le sens de ma question. Je parlais de data, je parlais d'intelligence artificielle, on parle de digital. Finalement, les solutions, elles sont là. On pourrait coordonner tout ça, non ? Alors, on pourrait. Évidemment, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est très, très complexe. L'une des promesses de la mobilité, un jour, c'est la mobility as a service, c'est-à-dire une plateforme à travers laquelle on vous recommande votre trajet et on vous permet d'acheter le billet sur la même application. Aujourd'hui, ça existe partiellement. La vraie difficulté, c'est d'arriver à intégrer tout le monde dans la même plateforme et à compenser tout le monde au bon niveau de participation au trajet du voyageur ou de la voyageuse. Mais c'est ça, effectivement, la promesse qu'il faut pouvoir tenir aux utilisateurs, c'est que la complexité, elle soit cachée derrière le back-office, comme on dit dans le digital, parce que on n'a pas besoin, quand on est utilisateur, de connaître tout le fonctionnement du système ferroviaire ou de n'importe quel mode de transport. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination. On parle d'un secteur qui a une telle dette technique que lui parler d'IA, franchement, il va falloir attendre un peu parce qu'il n'y a pas d'Europe du ferroviaire. On parle d'infrastructure. Vous n'avez pas les mêmes systèmes de signalisation dans chaque pays. Vous n'avez pas les mêmes fournitures d'électricité. Vous avez, quand vous êtes un train de nuit... pas pour longtemps, mais encore la nécessité de changer de locomotive à la frontière. Je veux dire, si les voyageurs nous m'entendent là, ils doivent tomber de leur chaise, quoi. On ne se rend pas compte de la complexité du ferroviaire à l'heure actuelle. C'est plus facile de faire voler un avion que de faire rouler un train. Donc l'IA, ça viendra par la suite. Si vous voulez parler de la gestion de votre plan de maintenance, ça se fait sur Excel aujourd'hui. Donc c'est un secteur archaïque qui a des tonnes de qualité, qui est extrêmement fiable in fine, qui est secure, mais qui est archaïque. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour régler ces dettes techniques. Puis après, on pourra se projeter dans un futur du ferroviaire qui aura peut-être des robots et des trucs de dingue, mais on en est loin. Envie de comprendre comment la tech façonne le futur ? Intelligence artificielle, cybersécurité, cloud, transition écologique. Nos experts, clients et partenaires vous donnent les clés pour libérer la valeur de la technologie. Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous. Bonjour Julia Piton. Bonjour. Vous êtes designer de service pour Capgemini. Vous allez nous dire en quoi le temps est un enjeu majeur pour changer nos habitudes de mobilité. Alors en quoi le temps représente un enjeu clé dans le choix entre le train et l'avion ? On en parlait justement. On le sait bien, l'avion permet des économies de temps considérables. Porte à porte, un trajet Paris-Venise prend environ 5 heures en avion, alors que ça prend environ 14 heures en train. Ah oui. Donc d'un point de vue des usages, si on veut concurrencer l'avion, on doit travailler cette question du temps, et ça à partir des points forts du train. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons dans une époque des remises en question de notre rapport au temps. Avec d'une part, la prise de conscience que pour assurer la pérennité de l'humanité, il faut ralentir les rythmes. Et d'autre part, une envie de trouver un meilleur équilibre entre les activités rémunérées et les loisirs. Une envie qui est particulièrement portée par les nouvelles générations. Donc, dans le secteur du voyage, il est intéressant d'observer des signaux faibles, c'est-à-dire
des tendances mineures qui peuvent anticiper des changements plus importants. Vous avez un exemple à nous donner ? Oui, tout à fait. Donc, la start-up Ubique a mis en place des temps, des trajets responsables. Il s'agit de 2 jours des congés supplémentaires pour les collaborateurs qui choisissent les trains plutôt que l'avion. Donc, pendant ces jours-là, les salariés peuvent travailler uniquement s'il en a la possibilité, soit en accomplissant des tâches habituelles, soit en menant des activités plus adaptées aux conditions de voyage, comme lire une étude ou réfléchir. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont les voyageurs utilisent ce fameux temps de trajet ? D'après les chercheurs Michael Flamm, on peut identifier 3 stratégies. Il y a ceux qui réalisent des activités sans valeur ajoutée pour tuer les temps, comme par exemple scroller. Ensuite, on a ceux qui optimisent leur temps pour se libérer à d'autres moments de la journée, par exemple en écrivant des mails. Et enfin, ceux qui mettent à profit le temps de trajet pour faire quelque chose qu'ils aiment. Donc maintenant, quand il s'agit du train, ces stratégies se heurtent avec les conditions des voyages qui sont encore bien souvent imprévisibles. Et en réponse à ça, une entreprise qui s'appelle Cabine est en train de tester la location des cabines insonorisées pour permettre aux professionnels de travailler en gare sur des petites plages de temps. Sympa. Donc ici, comme pour les congés des Ubique, on n'est pas forcément face à une solution qui va se généraliser, mais plutôt face à des preuves qui témoignent d'une recherche de plus de flexibilité dans son rapport au temps de voyage. À différence de l'avion, les trains ont le potentiel d'offrir une expérience avec peu d'interruptions, ainsi qu'un espace de décompression. Donc, à mon sens, d'un point de vue du design, il s'agit d'une opportunité assez unique pour réinventer les imaginaires liés au voyage en répondant aux différents besoins des voyageurs du futur. Merci beaucoup Julia Piton, designer de service pour Capgemini Invent. Vous restez bien sûr avec nous. Alors, on va quand même regarder l'horizon, et toujours sur des rails, un horizon qui n'est peut-être pas si lointain. Bienvenue, vous êtes sur France 2 et vous montez à bord de l'Hyperloop. Le train du futur n'est plus un fantasme, son nom, l'Hyperloop. Il voyage à la vitesse du son, un Concorde sur Terre, mais propre. Il ne s'agit plus d'aller quelque part, mais d'être quelque part. Nous n'essayons pas d'améliorer le transport, mais de l'éliminer. Adrien Aumont, vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire, mais enfin, allons déjà dans le désirable, pas la peine de réinventer l'eau chaude. Le train reste finalement un moyen de se déplacer assez basique, c'est un peu ce que vous disiez, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui apporter des innovations, mais là, un train qui va à la vitesse du son, vous y croyez un jour ? Alors, moi je crois en un truc qui est... Et qu'on dorme à la vitesse du son. Moi je crois, bah non, parce que vous n'en avez pas besoin. Déjà, je crois que c'était à la base une blague d'Elon Musk. Franchement. Et c'est d'ailleurs le seul projet de sa vie où il a dit je vous le donne, faites-le. Alors, tous les autres, il les fait lui-même. Là, il a dit tiens, j'ai une super idée, voilà les premiers plans. À tous les entrepreneurs dans le monde, réalisez ce projet. Franchement, je pense que c'était une blague de sa part. Je vais vous emmener plus loin, moi, que Hyperloop, je vais vous emmener à la téléportation. Je pense que le train de nuit est une téléportation. Moi, je ne veux pas inscrire le train de nuit dans le slow travel. Vous parliez d'un voyage en avion qui prend 5 heures de votre temps. L'avion est plus rapide, mais me fait perdre plus de temps. 5 heures de jour, c'est 5 heures de perdu. 12 heures de nuit, franchement, je ferme les yeux à Paris, je me réveille à Venise, j'ai pas vu le temps passer, ça s'appelle une téléportation. Donc si on arrive demain à faire un train de nuit fiable avec une bonne infrastructure, des trains bien designés et des services de qualité, oui, la téléportation existera au même titre que l'ubiquité de la vidéo sur Skype ou sur Teams est une sorte de téléportation. Voilà. Avec un bon imaginaire, on est capable de proposer ça aux gens. J'aimerais bien vous entendre, Bruno Gazeau, après à la fois ce propos d'Adrien Aumont et puis cet extrait d'Hyperloop. Cette technologie Hyperloop, moi j'y crois modérément, même pas du tout. Je suis désolé de dire ça, mais je crois que les innovations sont ailleurs. Elles sont alors sur les trains automatiques, on aura des trains comme on a des métros,
Voilà. On aura des RER qui seront aussi comme des métros, ou voire même, on teste en ce moment, à la suite d'un appel d'offres du ministère, des trains dits légers qui vont circuler sur des lignes de montagne avec 6 ou 8 stations, avec des batteries et avec des puces qui feront que le train se conduira tout seul. Voilà. La difficulté de tout ça, encore une fois, c'est pour le ferroviaire, c'est de maintenir les conditions de sécurité, parce que des trains légers, ils obéissent à des règles un peu différentes de celles du réseau ferré national, et intégrer un réseau local dans un réseau national, ça bouscule un peu les clauses de sécurité, et ça demande un peu de précaution, quoi. Voilà, parce qu'on transporte des voyageurs, on ne transporte pas des marchandises. Julia Piton, designer de service pour Capgemini Invent, vous parliez du rapport au temps qui est hyper important, effectivement, quand on voyage en général d'ailleurs, pas seulement pour le train. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette discussion? Donc d'un côté, Adrien Aumont qui nous dit on va téléporter les gens, puisque quand on dort, on ne se rend pas compte du temps qui passe, en définitive, c'est votre message. Ce projet où on se dit quand même se déplacer en train aussi vite, ce serait fantastique, et d'un autre, pas forcément possible. C'est quoi pour vous tout ça? D'un point de vue écologique, pour l'instant, je pense que notre meilleur pari est celui de la lenteur, et que je trouve être un défi très intéressant pour les designers comme moi. Donc imaginez comment faire accepter cette lenteur, la rendre effectivement désirable en s'inscrivant dans ces changements d'imaginaire et d'attente aussi de la population. Et je pense donc qu'on a vraiment des chances d'y arriver bientôt. Donc c'est aussi un récit peut-être à amener, de dire voilà, on peut prendre son temps sans forcément tout faire très vite, immédiatement, et ça peut être plaisant, bénéfique. Ce serait aussi une rupture et une forme d'innovation de discours, non? C'est ça, c'est une innovation des récits, une innovation qui est finalement frugale, parce que ça s'inscrit dans une logique de sobriété, et qui va aussi devoir se fonder sur des nouvelles représentations, des nouveaux statuts désirables, qui passent aussi par la communication, les acteurs du tourisme qu'ils arrêtent de nous faire rêver des Caraïbes. Donc je pense que c'est déjà un bon point de départ. Lucille Ramakers, manager mobilité durable chez Capgemini Invent, c'est intéressant parce que c'est un podcast sur l'innovation, et on est en train de dire que peut-être la première innovation, ce serait d'accepter de ralentir. Alors en fait, le train va peut-être pas forcément aller plus vite parce qu'il va quand même assez vite dans pas mal de cas. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là qui peut changer. Donc je pense qu'à court terme, en fait, ce qui va pouvoir évoluer le plus vite, c'est les usages et peut-être la flexibilité du train. Et c'est, je pense là, un beau travail pour les designers aussi, d'imaginer en fait qu'est-ce que c'est qu'un train. Parce qu'il faut qu'en fait on les fasse rouler davantage nos trains en France. Aujourd'hui, les TGV sont très exploités, mais les TER, en fait, ils pourraient rouler davantage et du coup offrir plus de potentiel aussi grâce à ça, parce que les gens prennent leur voiture aussi parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir rentrer chez eux. Or là, si vous avez des trains qui roulent plus longtemps, avec plus de fréquence, finalement, vous avez des usages différents qui vont devoir se développer entre les gens qui vont travailler le matin, mais pendant la journée, ce n'est pas forcément les mêmes besoins. Et pareil, les retours en fin de soirée sont pas les mêmes besoins. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut apporter peut-être de la flexibilité à l'intérieur du train? Et à plus long terme, il y a des innovations qui vont arriver, qui vont probablement pas voyager à la vitesse du son, parce que ça va nécessiter une infrastructure dédiée qu'il va falloir raccorder au reste du réseau, et ça, on perd une partie de l'intérêt. Mais par contre, les nouveaux trains qui seront plus légers, parce que c'était pas forcément une contrainte qu'on se donnait avant, vont permettre aussi un peu plus de souplesse, parce qu'ils vont moins user l'infrastructure et du coup faciliter l'entretien du tout. J'aimerais qu'on imagine ensemble quelques minutes la mobilité de demain en train. On a bien compris les enjeux, et vous avez vraiment posé là les éléments clés pour qu'on comprenne aussi, quand on n'est pas des spécialistes de la question, de quoi on parle. Adrien Aumont, cofondateur de Midnight Trains. Pour vous, dans un monde idéal, quel serait le futur souhaitable pour ce mode de déplacement? Vers où il faudrait aller pour en faire un mode de déplacement central, j'allais dire, dans les usages, justement? Je pense qu'on a tous les éléments ont été un peu dits aujourd'hui. Le
Le premier sujet, c'est on va dire, une mobilité domestique. Aujourd'hui, il faudrait être fou pour prendre l'avion pour aller à Marseille. Il faudrait être fou pour prendre l'avion pour aller à Bordeaux. Il y a des trains qui existent, il faut monter dans ces trains. Mais il faut en rajouter des trains. Il manque des trains, et ça a été dit très clairement tout à l'heure. Par Bruno Gazo, ouais. Exactement. Donc le premier sujet, c'est de rajouter des trains dans les trains du quotidien, de rajouter des trains sur des trains de distance plus longue, mais qui restent domestiques. À partir de 800 km jusqu'à 1500 km, on doit souhaiter une émergence plus forte du train de nuit, et ça doit être ça le mode de transport qui prend le relais sur cette distance. Et puis après, au-delà de 1500 km, le train de nuit est moins compétitif. Alors peut-être qu'on peut imaginer des trains de nuit à très grande vitesse, qui auraient le droit de circuler sur les voies à très grande vitesse la nuit, pour pouvoir imaginer de faire des distances plus longues, mais à ce moment-là, on pourrait aller jusqu'à 2000-2500 km, donc c'est totalement prospectif. Et puis après, il nous restera l'avion. Et pour ceux qui doivent ou qui veulent voyager vraiment très loin, et là chacun agira avec sa conscience. Et on espère qu'à la fin du siècle, il puisse y avoir des alternatives technologiques, énergétiques qui permettront à l'avion d'être devenu bas carbone. Mais là, on parle d'un horizon fin du siècle. C'est pas du tout l'horizon 2050 qui nous est vendu par cette industrie. Peut-être qu'il y aura une technologie, peut-être qu'il y aura un carburant vert, peut-être qu'il y aura quelque chose en 2050. Mais pour passer le nombre d'avions de la flotte internationale à cette technologie, il faudra 30 ans. Donc s'il y a une techno qui est là en 2050, ok, on aura toute une flotte qui sera propre à la fin du siècle. Et donc c'est ça la réalité. Donc le ferroviaire a une place inouïe, un siècle à lui, et s'il est capable de réellement se réveiller, en fait. Et ça, c'est une histoire, pas d'acteurs ferroviaires. Je le redis, ce sera ma conclusion, c'est une histoire d'acteurs publics. Et ils peuvent nous faire les promesses qu'ils veulent, place aux actes. Adrien Aumont et le sens des mots. Bruno Gazo, vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. C'est quoi pour vous le train de demain, j'allais dire presque dans vos rêves ? Le monde idéal, pour moi, il existe déjà. Hein, c'est un voisin, c'est en Suisse. Alors, c'est pas la taille de la France, mais en Suisse, vous avez un billet unique sur tout le territoire. Vous avez des trains pour lesquels l'information voyageur est centralisée et fiable. Vous avez des trains avec des correspondances. Vous descendez du train, vous avez la correspondance sur le même quai en face. C'est fléché, c'est annoncé à l'avance. Ça change pas toutes les quarts d'heure. On sait si les trains seront courts ou seront longs. Enfin, c'est un système idéal qui est fiable et facile pour prendre son billet, facile pour s'informer, facile pour annuler ses billets, et tout ça. Et entre parenthèses, il y a quand même une vingtaine de compagnies différentes en Suisse, donc ils arrivent à s'entendre entre eux. Les collectivités ont la libre administration de leur compte, etc. Mais pour autant, elles s'entendent entre elles. Pareil en Allemagne, les Landes arrivent à s'entendre pour faire un billet. Donc chez nous, c'est une question de volonté politique, je le partage. Et si les régions et les opérateurs n'arrivent pas à s'entendre, il faut légiférer, il faut que le gouvernement légifère pour imposer une conversation minimale, enfin une concertation minimale entre les acteurs. C'est ce qui existe en Suisse et en Allemagne. Hein. La loi a prévu qu'ils soient obligés de se concerter pour que ce soit transparent pour l'usager. Voilà. Je voudrais rajouter un point sur ce que vient de dire Bruno, parce qu'en effet, la Suisse, c'est le plus grand pays ferroviaire au monde, avec le Japon, qui est pas loin. Il y a une culture du service qui est extrêmement forte. Donc, c'est pas qu'une histoire d'argent et de pouvoir public, c'est une histoire de sens du service. C'est déjà la fin de cette discussion passionnante autour des mobilités, des trains de demain. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir accepté notre invitation ici. Alors si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. Partagez cet épisode aussi avec votre entourage. On n'a probablement pas répondu à toutes les questions que vous vous posez, vous les auditeurs, mais on a pu pendant 1 heure quasiment débattre, définir ou encore rêver autour du futur, et c'est déjà pas mal.